Accord, désaccord, avec Guillaume Durand. Et 8h41, mon cher Luc Ferry. Bonjour Guillaume. Alors, bonjour plutôt. donc, allons au fond des choses, Oui, si je puis dire. avec joie. Cahuzac, c'est le menteur de la République ou est-ce que c'est le bouc émissaire d'une France qui a multiplié les comptes en Suisse depuis le contrôle d'échange du général de Gaulle et même depuis le début du XXe siècle pendant des années? C'est évidemment un bouc émissaire, c'est les deux. Mais écoutez, moi je trouve, il a commis une faute, personne ne peut le contester, et surtout pas lui, le malheureux. Il l'a payé Vous savez, quand vous multiplié par dites le 1000. malheureux, il y a plein de gens qui nous écoutent de l'autre côté qui sont en train de casser leur poste en disant « Mais qu'est-ce qu'il a à vouloir l'absoudre, ce cher Luc Ferry ?» Mais parce que ça suffit, il y a deux poids et deux mesures. Il y a deux poids et deux mesures selon que les gens sont célèbres ou qu'ils sont inconnus. Bon, lui, il paye cette faute qui est en effet une faute. C'est incontestable. C'est une faute ridicule. Bon, elle est il paye ridicule, ses cette mots faute. aussi. Mais bien sûr. Je n'ai jamais eu de... Mais je suis sais, pas en je train sais. de l'accabler, c'est pour J'étais- me faire réfléchir. Non, mais bien sûr, ça va de soi. Mais voilà, il s'est fait pincer les doigts dans le pot de confiture, c'est clair et net. Maintenant, c'est ce qui lui arrive. Il y a de quoi se flinguer. Donc il est puni multiplié par 1000 à la puissance 12. C'est-à-dire qu'il est Donc, puni tout ça, médiatiquement avant d'être jugé. Bon, alors évidemment, encore une fois, il s'agit pas de nier cette faute qui a plombé complètement le quinquennat de Hollande. Enfin, avec quelques autres. Il est pas le seul, mais c'est vrai qu'il s'est fait pincer, qu'il était là aussi certainement pas le seul à avoir le même comportement et avoir quelques les journaux argent en planqués Suisse en Suisse. considèrent qu'il y a à peu près Oui, c'est pas le entre seul. 80 et 100 000 Français qui ont des comptes clandestins en Exactement, Suisse. voilà. Donc ça veut pas dire qu'on donne l'absolution, mais ça suffit. On va pas l'accabler éternellement. Il a pas non plus assassiné une vieille dame ni violé une petite fille. Bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est clair et net, mais ça suffit. On va pas hurler avec les loups en permanence. Alors, qu'est-ce que c'est ? Laissons-le en paix, laissons-le. Enfin, laissons-le Voilà. en paix. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous laissez ? C'est la seule chose qu'on puisse faire Est-ce maintenant. qu'on peut Il a rappeler, payé, voilà. Luc, l'intellectuel que vous êtes, ce que c'est que la théorie de René Girard sur le bouc émissaire ? C'est une théorie un peu compliquée qui vient de Spinoza. Vous me prenez là au débeauté. Et c'est une théorie un tout petit peu plus compliquée que ce qu'on imagine. imagine. Mon charme. Oui, en effet. On m'appelle le débeauté. Directement le débeauté dès le matin. Ouais. D'ailleurs, il faut que ceux qui nous écoutent sachent que nous ne préparons pas l'émission, donc c'est vraiment au hasard. Non, en fait, l'idée qui se trouve déjà chez Spinoza et que René Girard va reprendre, c'est que le bouc émissaire, cette idée de bouc émissaire, ça vient du fait que les foules anticipent, sur ce qu'on va dire de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas simplement directement qu'on fabrique le bouc émissaire, mais c'est à l'intérieur de la foule, à l'intérieur des masses, que chacun réfléchit à ce que l'autre va penser de tel ou tel. Et donc c'est une alchimie assez compliquée qui parvient in fine au bouc émissaire. Et évidemment, la figure du bouc émissaire, la figure emblématique, initiale, le modèle, l'archétype, c'est Jésus. C'est-à-dire c'est celui qui n'a fait que du bien, qui n'a été que magnifique, qui n'a voulu que le bien de l'humanité et qui se retrouve crucifié. Et donc, parce que la foule qui est là préfère crucifier Jésus plutôt que Barabbas. Donc, quand Ponce Pilate demande à la foule, et donc la foule, chacun au fond réfléchit en lui-même, mais qu'est-ce que les autres vont dire, comment ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et chacun anticipe le fait qu'on va détester Jésus et qu'on va préférer libérer Barabbas. Bon, et donc c'est une alchimie assez compliquée. Et le modèle pour René Girard, qui était un philosophe chrétien, enfin si on peut dire philosophe, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de philosophe chrétien, mais ce serait une autre discussion. En tout cas, c'est un penseur chrétien. Eh bien, c'était évidemment pour lui le modèle de tous les boucs émissaires. C'est celui qui. Enfin, les sociétés fonctionnent avec ça. Mais bien sûr. Vous avez un désir mimétique, les gens se ressemblent, et quand tout d'un coup, voilà, c'est ce qu'il appelle le désir mimétique. Ouais. Voilà, quand on pêche, on essaie de trouver quelqu'un qui a plus péché que les autres pour essayer au fond d'expurger de la société, voyez, ce qui est un comportement de tout le monde, quoi. Oui, mais voyez, l'idée, je n'arrive pas bien à l'expliquer, c'est le désir mimétique, c'est l'idée que on va se demander et qu'est-ce que les autres vont dire, et on veut absolument être comme eux. On veut pas se distinguer des autres. Donc on anticipe sur les réactions des autres et on s'y conforme. C'est un petit peu ce que font les enfants dans les classes de cours préparatoires, parce que vous savez bien que les enfants, ils veulent être absolument comme les autres, ils veulent pas se distinguer des autres. Donc on anticipe sur les réactions des foules et on s'y colle. Et généralement, en effet, ça produit des mouvements terrifiants parce que ça
ça peut tomber dans sur le domaine de n'importe qui. l'argent en France, on sait bien que je ne vais accabler personne parce que tout le monde est embarqué dans cette affaire, mais un certain nombre de professions font du cash, du liquide, le dissimulent, etc. Beaucoup de gens trichent, bien évidemment. Bien évidemment, il y a ceux qui ne peuvent pas tricher. Ou alors ils sous-déclarent, on en a beaucoup parlé, bien sûr. des biens immobiliers. Et évidemment, de temps en temps, il faut qu'il y en ait un qui trinque pour tout le monde. En gros, c'est ça l'idée. Je simplifie d'une manière atroce. Oui, mais sauf que là, il y avait quelque chose de grotesque dans le cas de Cahuzac, c'est que c'était lui qui était en charge de la lutte contre la fraude fiscale. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des photos terribles qui sont sorties, parce que il y a des photos où on le voit à une tribune avec marqué en dessous « Lutte contre la fraude fiscale ». Et évidemment, quand vous diffusez ce genre de photos sur Internet, c'est terrible, parce que c'est lui qui est en charge et qui en même temps trahit la chose. Bon, c'est mal ce qu'il a fait, mais en même temps, encore une fois, l'absolution et le pardon, ça existe. C'est aussi important que le châtiment, et peut-être même plus important. Savoir pardonner est crucial, y compris pour les hommes politiques. Je voudrais qu'on écoute le zapping de la matinée sur l'affaire du général Picmal. Voici ce que dit Florian Philippot ce matin. Il était l'invité de RTL. Qui a 75 ans, qui a commandé la Légion étrangère de 1994 à 1999, qui est un grand serviteur de la France. Et on l'interpelle comme un vulgaire délinquant. Quelle menace incarne-t-il aujourd'hui? Aucune, on le sait très bien. En revanche, on est parfois moins sévère, plus laxiste, avec des militants violents, les militants no border, des militants qui cassent, des casseurs. Avec eux, il n'y a pas de comparution immédiate. On se souvient aussi quand certains gens du voyage avaient occupé la 1, c'était quand même très gênant. Voilà donc les déclarations de Florian Philippot. Alors, j'ai posé évidemment la question provocante, mais est-ce que c'est normal d'arrêter Picmal alors qu'on laisse comment peut-on dire, s'encrister à Calais une situation qui par définition est illégale? C'est clair que là aussi il y a deux poids deux mesures. Oui, bien sûr, c'est vrai. Il y a deux poids deux mesures. On laisse des taxis casser. Qui a été le patron de la Légion, casser des voitures, martyriser, malmener des passagers de VTC. C'est-à-dire qu'il a été interpellé Picmal après sommation des forces de l'ordre. Oui, non, mais ce qui est scandaleux, c'est pas qu'on interpelle quelqu'un, c'est s'il est dans son tort et s'il commet quelque chose d'illégal, c'est qu'il soit ancien général ou pas, n'y change rien. Là, c'est comme pour un ministre. C'est bien qu'un ministre soit condamné. C'est même très bien, et ça montre que la justice fait son travail. Mais en même temps, ce qui est gênant, c'est que d'autres ne le soient pas, qu'on soit aussi tolérant avec les zadistes ou avec en effet les taxis quand ils commettent des violences, et que là surtout on bouge pas parce que on a peur que la France soit bloquée. Donc oui, c'est vrai qu'il y a deux poids deux mesures, et que par moment on se demande que fait la police. Il y a 40 000 voitures qui sont brûlées chaque année, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment... Sans qu'on s'y est habitué, comme si c'était quelque chose de normal. Puisqu'on parlait des symboles au début de cette émission ensemble ce matin, comme tous les lundis, est-ce que vous considérez, ça c'est dans les arguments de la droite, que, disons, l'image de l'autorité, l'image du père, on va faire de la psychanalyse, étant quand même assez problématique du côté de François Hollande, c'est normal que la France chahute. Est-ce que c'est une thèse que vous reprenez ou elle est ridicule? Non, elle n'est pas ridicule, c'est pas faux. C'est quand le président de la République n'incarne pas l'autorité, quand il ne suscite pas le respect, évidemment, la classe France chahute. Moi, je trouve que c'est tout à fait juste comme analyse. Et c'est vrai que, au fond, jusqu'au président Chirac, on pouvait penser ce qu'on voulait de Chirac ou de Mitterrand, mais on avait affaire à des personnages qui tout de même en imposaient, qui avaient une allure, qui ressemblaient à quelque chose, et qui donc la génération des sexagénaires, c'est-à-dire de Sarkozy et Hollande, ne suscite pas le grand respect. Non, voilà, elle ne suscite pas le respect. C'est le quinquennat qui a transformé ça, ou c'est eux? Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas du tout une génération qui n'a pas connu la guerre. C'est quoi le fond de l'affaire? Il y a le fait que c'est une génération qui n'a pas connu l'histoire, qui a un déficit d'historicité qui est absolument évident, à la fois sur le plan de la culture historique qui a complètement disparu de la tête de nos politiques, en tout cas ceux-là. Et puis, ils n'incarnent pas une histoire. Bon, alors que, voilà, les anciens, ceux qui avaient connu la guerre... Je dirais qu'il a écrit un livre sur Georges Mandel, donc il n'y a pas de... Oui, mais enfin, c'est passé inaperçu. Il suffit pas d'écrire un livre pour incarner une histoire. Voilà, De Gaulle incarnait une histoire. Mitterrand incarnait l'histoire de la gauche. Bon, et Chirac avait connu la guerre. Bon, il y a ça, mais il y a surtout le fait que on a vécu un
XXe siècle de déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles, et cette génération de politiques est au fond la première à incarner cette déconstruction. Mon ami Pascal Ils sont à la fois, avait dit très bien, mais si j'essaie de Sarkozy est un 68ard. Bien sûr que c'est de vrai. comportement. Mais bien sûr, fondamentalement, ce sont des 68ars. Dans leur vie de famille, dans leur rapport aux femmes, dans leur liberté de ton, dans le casse-toi pauvre con, ce sont des 68ars. Au fond, la déconstruction des traditions est passée par là. Et donc, ils incarnent cette génération post-68ard. Qu'ils peuvent incarner, c'est la schizophrénie, parce qu'ils peuvent incarner ce qu'ils condamnent. Dans le cas d'Hollande, il va pas condamner 68, dans le cas de Sarkozy, oui. Et bien sûr, mais il se comporte. Mais le mouvement des sociétés, si vous voulez, le mouvement, la lame de fond déconstructrice des traditions est beaucoup, beaucoup plus forte que les individus. Et même si on est de droite comme Sarkozy, on est quand même de cette génération. Et c'est une génération qui peut susciter, enfin, qui, encore une fois, sont des hommes très intelligents, c'est pas le problème. Mais ça ne suscite pas ni le respect, ni l'admiration. Je voudrais qu'on écoute sur France Inter Luc Châtel, député de la Haute-Marne, conseiller politique des Républicains, qui considère que François Fillon, sur l'affaire de la déchéance de nationalité, n'est pas dans la ligne des Républicains. Chaque jour, nous avons une nouvelle version du texte. Chaque jour. On aimerait bien sortir définitivement de ce mauvais feuilleton. Voilà. Alors demain, le groupe parlementaire va se réunir. Moi, je considère que en l'état, ce qui est important, c'est quoi ? C'est que les Républicains montrent qu'ils sont du côté du renforcement de la sécurité des Français. C'est ça le sujet. Voilà. On peut discuter de l'efficacité du système. On peut discuter de savoir s'il faut ou non l'intégrer dans la Constitution. Ce qui est clair, c'est qu'aux Républicains, nous sommes très majoritairement favorables à la déchéance de la nationalité. Voilà, question sur le fond maintenant. Est-ce que c'est une affaire ridicule ? Oui, totalement ou est-ce ridicule. que c'est une affaire symbolique grave ? Non, c'est une affaire ridicule parce que l'inscription dans la Constitution pose un problème. Il y avait qu'à le laisser dans la loi. Moi, je suis évidemment pour la déchéance de nationalité. Je crois que tout le monde est pour, mais dans la loi, pas dans la Constitution. Pourquoi ? Ça pose un problème dans la Constitution. Les gens n'y comprennent plus rien. Je vais l'expliquer en 30 secondes de manière claire. Ou bien vous faites une discrimination entre les binationaux et les nationaux, les mononationaux, si je puis dire. Et vous réservez la déchéance de nationalité aux binationaux. Et dans ce cas-là, vous ne créez pas d'apatrides, puisqu'ils ont une deuxième nationalité. Si vous leur supprimez la nationalité française, ils gardent leur deuxième nationalité, donc on ne crée pas d'apatrides. Mais dans ce cas-là, vous créez une discrimination entre les Français, donc constitutionnellement c'est délicat. Ou bien vous mettez la déchéance de nationalité pour tout le monde, mais dans ce cas-là, vous vous engagez à créer éventuellement des apatrides. Or, la France avait signé dans les années 60 une convention où elle s'engageait justement à ne pas créer d'apatrides. Donc, laissons cela à la loi. Laissons le juge en décider. C'est peut-être un peu hypocrite, mais l'inscrire dans la Constitution est absurde. En plus, il y a un deuxième problème. Fillon, en fait. Évidemment, c'est dans le Code civil. Pourquoi on s'emmerde, pardonnez-moi, à transformer la Constitution ? Mais évidemment. Et d'autre part, il fallait pas l'étendre au délit. C'est ridicule de l'étendre au délit. C'est pas une question de délit, c'est une question de crime. Et donc voilà, sur ces deux points, le texte qui a été présenté est un texte absurde. Et donc tout le monde le sait. Alors on est très gêné de dire ça parce que on n'a pas envie de défendre Madame Taubira pour autant. S'opposer à la déchéance de nationalité en général est tout aussi absurde. Mais pourquoi avoir voulu mettre ça dans la Constitution, sinon pour avoir l'air d'être grandiose et être maximaliste? C'était idiot et on le paye cher aujourd'hui. Mon cher Luc, vous êtes un homme mûr. Hélas. Hélas, oui. Oui. Mais est-ce que je mets un accent circonflexe ou pas ? Ah, alors cette réforme, elle suscite évidemment un tollé. Pourquoi ? Il y a quelque chose d'absurde dans cette réforme, c'est de croire qu'on peut réformer la langue par décret. La langue, c'est comme une plante, c'est un être vivant, c'est une histoire, c'est une sédimentation vivante. Personne ne peut réformer une langue par décret. Et il y a parce que la déchéance de nationalité plus l'orthographe, on a l'impression. Il tout fout le camp, oui. Non, mais c'est pas ça, parce que c'est vrai que c'est toujours aberrant de mettre en parallèle des choses qui n'ont aucun rapport. Mais quand on pense ce matin, par exemple, et vraiment, ça me bouleverse un peu. Tous ces gens qui en Syrie fuient Alep, qui bombardés par les Russes par des dizaines de milliers. Oui. Et là, on est en train de savoir comment s'écrit ce oignon en France, etc. Il y a quelque chose de délirant, quoi. Oui, mais en même temps, c'est un des charmes de la France d'être capable de s'empailler, si je puis dire, sur des sujets comme ceux-là. C'est assez. Oui, c'est pas le moment. Mais pourquoi lancer ce débat en ce moment ? Donc c'est ridicule. Alors, quel est le danger de cette réforme ? Alors, il y a en effet des choses ridicules dans en effet, chariot, charrette, imbécilité, nénuphar, tout ça, on connaît par cœur. Bon, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on va instaurer une
un écart très grand dans la tête des élèves entre la littérature telle qu'elle s'écrit dans les livres et puis les manuels scolaires. C'est ça le fond du problème. Et c'est ce que Pivot a très bien vu. C'est qu'il y aura un écart énorme entre ce que les enfants vont apprendre maintenant et puis ce qu'ils liront dans les livres où il y aura des traits d'union, des accents circonflexes et toute cette sorte de choses. Et puis, on envoie un très mauvais message. C'est qu'à nouveau, au lieu de demander aux élèves de faire un effort, on baisse la barrière pour qu'ils puissent sauter par-dessus. Et donc, tout ça va évidemment dans le mauvais sens, même si, bien sûr, on peut discuter après sur la question de savoir si l'orthographe est si important que ça, parce que la vérité, c'est que dans la langue, ce qui est important, c'est la syntaxe. L'orthographe, c'est pas l'essentiel de la langue. Le génie de la langue, c'est la syntaxe. Mais bon, ce serait une grande discussion. Mais enfin, cette réforme est absurde. Pour faire la transition avec la musique. Vous pouvez pas attendre autre chose de ce ministère qui était décidément dans un état de déréliction totale. Boum pour Madame Belkacem. Franchement, là, on cherche à ridiculiser ce ministère. Bon, c'est fait. Voilà, c'est fait. Question. Quel est votre morceau de musique préféré? Oh là là, j'hésite toujours entre Bach et Chopin, mais je pense que la première ballade, c'est quand même, il y a pas grand-chose. Première ballade de Chopin. Oui, bien sûr. Il y a tout dedans, il y a tout, parce qu'il y a classique et romantique, il y a l'harmonie, il y a le rythme, il y a la mélodie, voilà. Il y a tout dedans. Donc première ballade, je crois que je l'emporte sur l'île déserte quand même. Vous avez raison, moi aussi, mais voilà ce qu'ont écouté 115 millions d'Américains hier soir à la mi-temps du Super Bowl. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Voilà, Bruno Mars, qui était avec Beyoncé, voilà. Qui était avec ma Coldplay. fille met ça tout le temps. Mais c'est très bien pour c'est tout à fait des nouveaux, des petits-enfants qui découvrent la sexualité. C'est la musique extériorisée, alors que Chopin, c'est la musique intériorisée. C'est surtout d'une simplicité, d'une rusticité, voilà, cosmique. On va dire, Luc est méprisant. Oui, très. Je l'assume. 8h57, le charme de... C'est pour reprendre le film de Godard. Le charme de Luc Ferry, c'est le goût du mépris que vous aimez. 8h57. Bonne journée, Luc.